Sous la rivière apparemment paisible, une force gigantesque surgit. Les prédateurs devront fuir. Et la bataille est sur le point de commencer. Le Serengeti sauvage. La confrontation féroce entre hippopotames et prédateurs. Le Serengeti n'est pas seulement une vaste terre du nord de la Tanzanie, mais aussi le cœur battant de l'Afrique sauvage. Ici, le vent transporte le parfum de l'herbe sèche et de la poussière qui souffle sur l'infinie savane, où chaque pas du troupeau migrateur résonne comme une symphonie ancestrale de la vie. Sous le ciel flamboyant, où la lumière et l'obscurité luttent sans cesse, la vie n'est jamais facile. Chaque brin d'herbe, chaque rugissement, chaque poursuite recèle des histoires de vie et de mort. Le Serengeti est un lieu où beauté et danger se mêlent, où chaque regard reflète une part de la lutte sans fin entre espoir et désespoir. Dans les eaux troubles du Serengeti vit une créature d'apparence lente, mais pourtant terrifiante. L'hippopotame. Ce géant silencieux possède un corps massif pouvant peser jusqu'à 3500 kg et une épaisse peau gris foncé. Malgré leur apparence lente, ils peuvent courir étonnamment vite sur terre et nager avec habileté sous l'eau. Les hippopotames vivent la plupart du temps dans les rivières ou les marais pour se rafraîchir, ne s'approchant du rivage que la nuit pour brouter. Ils sont très territoriaux, surtout les mâles, prêts à ouvrir grand la gueule pour exhiber leur croc de plus d'un demi-mètre de long en cas de menace ou de combat. La saison des amours a généralement lieu pendant la saison sèche, de mai à août, lorsque le niveau des rivières baisse, forçant de nombreux individus à se rassembler au même endroit. Les conditions sont alors favorables au choix d'une partenaire et à la défense du territoire. L'eau trouble scintille d'une couleur cuivrée, reflétant deux corps massifs se faisant face. Il s'agit de deux hippopotames mâles adultes. Ils étaient énormes, gris foncé, le dos couvert de boue sèche. L'air était lourd et lourd. Soudain, ils se chargèrent l'un l'autre. Au bout de quelques minutes, le combat prit fin. Le perdant fut blessé. Il fut contraint de battre en retraite. Ce combat n'était pas seulement une démonstration de force, mais une lutte pour déterminer qui aurait le droit de perpétuer la lignée.
Et sur l'eau rouge au coucher du soleil, la victoire revenait à ceux qui refusaient de baisser la tête. L'accouplement a généralement lieu sous l'eau, où seule la tête de la femelle est exposée pour respirer, tandis que le mâle utilise sa force pour la retenir par derrière. Après environ 8 mois de gestation, la femelle hippopotame recherche des eaux calmes pour mettre bas, généralement un seul à la fois. Le nouveau-né pèse entre 25 et 50 kg, peut être sous l'eau et apprend rapidement à faire surface pour respirer quelques secondes après sa naissance. Pendant les premiers mois de sa vie, il est étroitement protégé par sa mère contre les crocodiles, les lions et même les mâles agressifs du troupeau. Malgré leur apparence féroce, les hippopotames sont des créatures dotées de capacités de communication complexes. Ils produisent des sons sous l'eau en faisant vibrer leurs cordes vocales et peuvent même transmettre des sons dans l'eau et dans l'air. Rugissements sonores, grognements nasaux ou rires sonores ont tous des significations différentes, allant de l'avertissement territorial à l'appel à un partenaire. L'alimentation principale des hippopotames est l'herbe, en particulier les herbes courtes qui poussent le long des rivières, des marais ou des plaines. Ils se nourrissent principalement la nuit. Un adulte peut manger 30 à 40 kg d'herbe, ce qui est suffisant pour maintenir son énorme masse corporelle. Bien que les hippopotames ne mangent pas de viande, leur force est suffisante pour faire réfléchir n'importe quel prédateur avant d'attaquer. Les hippopotames ne possèdent pas de glandes sudoripares comme la plupart des autres mammifères. Leur corps sécrète un mucus rosâtre spécial, communément appelé « sueur de sang ». Bien qu'ils passent la majeure partie de leur temps sous l'eau, cette fine couche protège non seulement leur peau sensible des rayons ultraviolets, mais prévient également les infections dans les eaux polluées. Au milieu de ces eaux apparemment paisibles, l'ombre du danger rôde encore le long des rivages herbeux et secs. Les ombres qui se cachent silencieusement dans la lumière vive du soleil n'appartiennent pas au monde aquatique, mais à la terre. Lion. Maître de la savane. Les mâles adultes peuvent peser entre 150 et 250 kg et possèdent une épaisse crinière qui entoure la tête et le cou, telle une couronne d'autorité. C'est à la fois un symbole de maturité et une armure naturelle qui protège au combat. Le corps du lion est robuste, avec des muscles bien développés au niveau des épaules et des pattes avant, lui permettant de bondir à la vitesse de l'éclair avec une puissance redoutable. Sa robe est généralement jaune ou brun clair, ce qui lui permet de se fondre facilement dans la savane aride. Ses grands yeux, aux pupilles rondes, sont soutenus par une couche réfléchissante derrière la rétine, ce qui lui permet de voir clairement dans des conditions de faible luminosité. Les lions sont des animaux très sociaux.
Une troupe se compose généralement d'un à 3 mâles adultes, de plusieurs femelles et de jeunes individus. Chaque troupe protège un vaste territoire marqué par l'urine, les rugissements et des patrouilles régulières. La saison des amours n'est pas fixe, mais a lieu toute l'année, selon le cycle physiologique de la femelle. En chaleur, la femelle émet des signaux sonores et des postures pour attirer l'attention du mâle. Un couple peut s'accoupler plusieurs fois par jour, et ce, sans interruption pendant plusieurs jours. Ce processus vise à maximiser les chances de conception. Après la conception, la femelle reste gestante pendant environ 110 jours avant de trouver un endroit isolé, loin de la troupe, pour mettre bas. Chaque portée compte généralement 2 à 4 petits, aveugles et entièrement dépendants de la mère. Pendant les 6 à 8 premières semaines, la mère élève ses petits en secret, à l'abri des menaces des mâles inconnus ou d'autres prédateurs. Lorsque les petits sont assez grands pour suivre la troupe, ils retournent au groupe et sont pris en charge par les autres femelles de la troupe. Les principales proies des lions sont les herbivores migrateurs saisonniers tels que les antilopes, les zèbres ou les buffles. Cependant, dans des situations rares et particulièrement dangereuses, les hippopotames peuvent également devenir une cible pour les lions. Sur le sol craquelé de la berge, où les arbres projetaient de longues ombres sous la lumière crue du soleil du début de la saison sèche, une troupe de lions se reposait en silence. Respirant lentement. La berge était encore un lieu de rassemblement idéal pour les lions, car c'était là que de nombreuses proies étaient contraintes de s'abreuver pendant la saison sèche. Et puis, comme par un hasard du destin, la chose qu'ils ne poursuivaient pas, apparut devant leurs yeux. Un léger croassement retentit du lit de la rivière. Une masse gris foncé, massive et humide surgit de l'eau. C'était un hippopotame adulte, et il était seul. La troupe de lions se tendit soudain. Sans même avoir besoin d'échanger un mot, leur instinct de prédateur leur indiqua qu'une opportunité venait de s'ouvrir. L'hippopotame se dirigea vers la berge. Le chef des lions donna le signal. La troupe se dispersa, se déplaçant gracieusement et presque silencieusement dans l'herbe sèche. Chaque pas était calculé. Ils connaissaient le danger. Attaquer un hippopotame adulte était une question de vie ou de mort. La peau était trop épaisse, la force trop grande. Inopinément, l'hippopotame se jeta en l'air. La chasse se termina sans effusion de sang.
Avec une force absolue et une fureur soudaine, l'hippopotame força tout le troupeau à battre en retraite, laissant derrière lui une précieuse leçon au milieu de la steppe ardente. Ceux qui restèrent silencieux ne furent pas facilement maîtrisés. Le crépuscule tomba, teintant la steppe d'une couleur rouge orangée comme des braises. Les rugissements et les bruits de la confrontation s'estompèrent peu à peu, laissant derrière eux un silence comme si de rien n'était. Le soleil disparaissait à l'horizon, le vent léger emportant la vapeur fraîche de la rivière sinueuse. Le troupeau d'hippopotames retourna lentement dans son monde, glissant dans l'eau trouble comme s'il n'était jamais parti. Les antilopes et les babouins quittèrent également le talus herbeux, un par un, pour regagner leur zone de sécurité familière. Et lorsque la tempête passa, une petite créature se posa sur le dos de l'hippopotame comme si de rien n'était. Le pluvier rouge. Doté d'un corps long et élancé d'environ 20 cm, cet oiseau possède un plumage brun qui s'éclaircit vers le ventre, des yeux ronds et rouges comme des graines de grenade et un bec rouge vif distinctif. C'est à la fois un outil de recherche de nourriture et un signe distinctif important dans les prairies. Les pluviers rouges ne volent pas comme les oiseaux granivores et ne se nourrissent pas dans les arbres comme les pics. Ils ont une habitude particulière, ils s'accrochent au corps de grands animaux comme les buffles, les antilopes et surtout les hippopotames, pour y trouver des parasites, des tiques, des puces et même des plaies ouvertes. Leur bec pointu et recourbé leur permet de lisser les plumes, de picorer légèrement et de prélever les tiques sur les zones cutanées les plus sensibles. La relation entre pluvier et hippopotame est une forme particulière de symbiose, les oiseaux sont nourris en abondance, les hippopotames sont nettoyés, leurs démangeaisons sont atténuées et, surtout, ils les avertissent du danger. Les pluviers ont la capacité de détecter les prédateurs de loin, émettant immédiatement un cri strident caractéristique, attirant leur attention et leur prudence. C'est pourquoi de nombreux hippopotames les laissent presque se tenir debout sur leur dos sans manifester de gêne. Bien que petits, les pluviers rouges sont un élément essentiel du paysage écologique du Serengeti. Non seulement ils se nourrissent des cadavres de grands animaux, mais ils contribuent également à la santé des hippopotames. Un lien silencieux, étrange et pourtant fort entre deux espèces totalement différentes. Le Serengeti respire dans un silence temporaire, une brève accalmie dans la tempête de l'instinct de survie. La paix n'a pas duré longtemps, la surface de l'eau a commencé à vaciller. Non pas à cause du vent, mais par des mouvements silencieux, glissant aussi légèrement qu'une respiration. Sous l'eau noire et profonde, de longues ombres commencent à apparaître. Aucun bruit, aucune trace, juste des dos rugueux tels des rochers glissant près du visage. Les crocodiles du Nil. Prédateurs anciens et dangereux de la rivière Mara. Leur corps peut atteindre 6 mètres de long, recouvert d'épaisses écailles brunes et vermousse, semblables à une armure, qui les aide à disparaître complètement dans l'eau trouble. Les yeux et les narines sont situés haut sur la tête, ce qui permet aux crocodiles d'observer et de respirer tandis que le reste du corps est profondément enfoui sous la surface.
Ses dents acérées, composées de plus de 60 dents coniques, offrent une force de morsure pouvant atteindre 3000 PSI. Chaque morsure est une condamnation à mort. Ce reptile possède un mode de reproduction particulier et un caractère primitif marqué. À la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse, le mâle commence à établir un territoire le long des rivières et des lacs peu profonds, émettant des rugissements pour attirer les femelles. Ces démonstrations de force ont lieu sous l'eau. Après la fécondation, la femelle crocodile choisit une plage de sable sec, généralement au bord de l'eau, pour y creuser un nid. Elle y creuse un trou profond et y pond de 25 à 80 œufs. Dès leur naissance, les bébés crocodiles sont confrontés au danger. Leur taux de survie est extrêmement faible, seuls quelques-uns parviennent à maturité après de nombreuses années, chassent et apprennent à devenir des ennemis que personne ne souhaite affronter dans le lit de la rivière. Espèces typiquement embusquées, les crocodiles ne poursuivent pas leur proie comme les lions ou les guépards. Ils rôdent en silence, attendant des heures avant de porter leur coup. Sous le soleil ardent de midi du Serengeti, la rivière scintille comme de l'argent. Les vagues ondulent. Le troupeau d'hippopotames nage dans les eaux profondes, chaque corps géant s'élevant pour respirer puis plongeant doucement. Ils ne sont pas méfiants, c'est leur territoire, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais juste sous la surface brillante, une silhouette sombre s'approche tranquillement. Un crocodile adulte l'observe. Ses yeux sont plissés, fixés sur un jeune individu qui s'est détaché du centre du troupeau, à seulement quelques brasses. La lumière du soleil oblique sur l'eau, donnant l'impression que son dos se fond dans la rivière. La distance se réduit peu à peu. L'initiative du crocodile d'attaquer le jeune hippopotame a provoqué la colère de la mère. Ce n'est plus une créature lente, mais une machine à rage. Il charge. La chasse est terminée. Le prédateur est désormais le perdant sous le poids de la proie. Lorsque les hippopotames se calment peu à peu, retrouvant un rythme respiratoire régulier, il ne reste plus que les ondulations qui se propagent au loin. Une profonde leçon pour les chasseurs de la rivière. Toucher un enfant, c'est mettre en colère toute une dynastie. Au cœur des combats à mort dans les prairies, tous ne chassent pas directement, mais vivent de la mort des autres. Ils n'ont pas besoin de frapper, ni de gaspiller leur énergie, ils attendent simplement le moment chaotique pour se faufiler dans le festin sanglant. Ce sont des opportunistes. Les hyènes tachetées, carnivores les plus célèbres d'Afrique, ont une apparence étrange et déroutante. Leur corps bas est voûté, avec des épaules plus hautes que les hanches, leur confère une démarche accroupie caractéristique. Leur épaisse fourrure gris-jaune, rugueuse et tachetée de noir, leur permet de bien se dissimuler dans les hautes herbes.
Leurs oreilles rondes et leurs yeux petits mais perçants observent attentivement tous les mouvements environnants. Leur crâne imposant, leur mâchoire extrêmement puissante et leurs molaires postérieures très développées leur permettent de broyer même les os les plus volumineux. Les hyènes ne sont pas seulement opportunistes, elles ont aussi un système social complexe et strict. Elles vivent en grande meute pouvant compter jusqu'à plusieurs dizaines d'individus, dirigés par une femelle dominante. Contrairement à la plupart des autres carnivores, chez les hyènes tachetées, les femelles sont plus grandes, plus agressives et plus puissantes que les mâles. L'accouplement n'a lieu que lorsque la femelle le permet. Après environ 110 jours de gestation, les hyènes femelles donnent généralement naissance à 1 à 3 petits dans une tanière cachée. Les lionceaux naissent avec les yeux ouverts, les dents crochues et une compétition féroce dès le départ. Entre lions et hyènes, des affrontements surviennent souvent. Non pas pour se battre pour la survie, mais pour récupérer la viande restante après chaque chasse. Les hyènes sont les premières à arriver après la chasse. En raison de leur nombre impressionnant lorsqu'elles se déplacent en meute, elles se rassemblent souvent autour de la carcasse, grognant, attendant une ouverture pour s'emparer de chaque morceau de viande. Souvent, elles osent même s'affronter directement. Après la nouvelle chasse de la troupe de lions, un jeune hippopotame est attiré par l'odeur de la proie. La fête ne dure pas aussi longtemps qu'elle l'aurait souhaité. Le soleil brûle encore, de courtes ombres noires commencent à apparaître discrètement. Les hyènes se déplacent silencieusement, les yeux brillants. Leurs pas prudents, leurs regards scrutateurs. Le troupeau se disperse, encerclant le corps de l'hippopotame derrière les buissons. Les lions chargent. Au bout d'un moment, les hyènes prennent la fuite. Les lions sont venus en guise d'avertissement, toutes les chasses ne se terminaient pas par un partage. Ce n'était plus un repas, mais une déclaration de guerre. Et là, les charognards ont osé défier les prédateurs, transformant la lutte pour la proie en une épreuve de survie entre les deux espèces dominantes. Ainsi, le cycle de la survie dans le Serengeti ne s'est jamais interrompu. Chaque jour était un nouveau chapitre entre l'obscurité et la lumière, entre le prédateur et la proie, entre le silence et le rugissement. Les hippopotames ne chassent pas. Mais face à une proie, ils ripostent tels des guerriers forgés par des milliers d'années d'évolution.
Et c'est la solidarité, la force de caractère et la volonté de mourir qui font des hippopotames une espèce que peu osent sous-estimer. Si vous aimez les combats acharnés pour la survie et admirez le courage d'une espèce prête à se défendre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à nous accompagner dans nos aventures sauvages. Masai Mara, où la vie et la mort vont toujours de pair. Le troupeau de chevaux doit déjouer les pièges et affronter des chasseurs impitoyables. Chaque seconde qui passe est un défi. Le silence annonce l'approche d'une tempête. La course pour la survie commence, étouffante, sans retour possible. Masai Mara. La course acharnée pour la survie de Kiko et de ses semblables. La lumière du soleil apparaît peu à peu sur les vastes prairies du Masai Mara. Le ciel se teinte d'un orange chaud, tandis que le sol est encore recouvert d'une fine couche de brume, créant un espace calme. Tout semble plongé dans un moment de paix. Mais une scène violente se déroule non loin de là. Un phacochère en sueur est poursuivi par un lion rugissant. Il passe à toute vitesse. Le phacochère, aux pattes courtes et à la démarche précipitée, les yeux écarquillés de peur. On aurait dit un marathon sans piste claire. La scène était chaotique. Une grande famille, aux innombrables rayures noires et blanches, se déplaçait dans la prairie. Kiko. Un jeune zèbre. Il avait un corps robuste, avec une robe rayée noire et blanche distinctive, qui était leur signe distinctif le plus reconnaissable. Les autres zèbres adultes étaient grands, forts, avec des pattes robustes pour se déplacer dans les vastes prairies. Leur dos était souvent légèrement arqué, avec une longue queue effilée. Leur tête était large et leur cou long. C'étaient des outils importants pour trouver de la nourriture et observer les prédateurs. Né au sein d'un grand et puissant troupeau, Kiko est venu au monde avec une mission immuable. Survivre. Kiko a appris à reconnaître le cri de sa mère parmi des centaines d'autres sons. Il a appris à ne jamais se séparer de cette masse mouvante de rayures noires et blanches. Ce n'était pas seulement un troupeau, c'était la vie. Les zèbres continuaient leur voyage à travers la savane. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent flottait dans l'air. Une agitation invisible se répandait dans le troupeau. Les chefs étaient agités, leurs oreilles constamment éveillées, captant le moindre bruit lointain. Un ordre silencieux fut donné, et la mer de rayures commença à se déplacer dans une direction. La grande migration était arrivée. Le voyage les conduisit aux rives de la vaste rivière Mara. Un voyage rempli d'espoir. La rivière n'était pas aussi calme que les étangs que Kiko avait connus.
Elle rugissait, coulant d'un brin trouble, porteuse d'un pouvoir destructeur. Le troupeau s'arrêta sur la berge déchiquetée. Des centaines de paires d'yeux fixaient l'eau tumultueuse, incertaine. L'odeur du danger était si forte que Kiko la sentait. Ses jeunes sabots tremblaient, non pas à cause du froid, mais d'une peur primitive qui montait du plus profond d'elle-même. Ce fut le premier grand défi de sa courte vie. Après un moment d'hésitation tendue, un grand et puissant étalon hennit soudain bruyamment et plongea droit dans l'eau. Ils plongèrent, une scène chaotique, les hennissements emplis de panique. Kiko fut emporté par le flot du troupeau. Une immense ombre noire surgit soudain de l'eau trouble. Ce n'était pas une bûche. C'était le crocodile de la rivière Mara qui l'attendait, un prédateur connu pour sa cruauté. Il ne visait pas Kiko. Sa cible était sa mère. En un instant, le crocodile tendit la main, la gueule grande ouverte, pour saisir la mère zèbre. Le crocodile avait manqué sa proie. La mère zèbre avait atteint le rivage avec une blessure à la patte arrière. Kiko se figea. Sa poitrine battait fort, ses 4 jeunes sabots étaient sur le point de s'effondrer. L'odeur de boue et d'eau froide lui montait aux narines, porteuse d'un souffle mortel. Sortant de sa stupeur, Kiko nagea frénétiquement devant le crocodile. Il n'osa pas se retourner. La peur s'était transformée en une force qui le poussait en avant. Kiko l'avait vaincu. Mais la profonde blessure à la patte de sa mère était la première preuve cruelle du prix de la vie. Les zèbres et Kiko réussirent à éviter et à traverser les eaux tumultueuses. Bien qu'ils fussent sortis du danger, l'esprit de Kiko résonnait encore du bruit des vagues déchaînées et de l'image du crocodile terrifiant. Kiko comprit que la survie a parfois un prix très élevé. Les zèbres et Kiko pensaient que le danger était passé. Mais ils se trompaient. Dans les buissons non loin, une paire d'yeux d'ambre observait tout. La troupe de lions attendait la fatigue et le chaos des zèbres après avoir traversé la rivière. Ils se déplaçaient habilement à travers les buissons, s'arrêtant pour observer. Le regard des lions était toujours perçant, aucun mouvement des zèbres ne leur échappait. Kiko et les zèbres restaient tranquilles, inconscients que le prédateur rôdait à quelques pas. Alors que les zèbres s'enfonçaient plus profondément dans les prairies, les lions déployèrent silencieusement leur formation.
Ils ne rugissaient pas, n'émettaient aucun son. C'étaient les fantômes de la savane. Un lion chargea soudain par la droite, un autre bloqua le front par la gauche. La tactique de la tenaille était parfaite. Le troupeau de zèbres explosa de panique. Kiko fut emporté avec le troupeau. Soudain, l'ami de Kiko, un étalon, se détourna brusquement du troupeau. Kiko vit son ami courir dans la mauvaise direction. Un lion s'approcha du zèbre errant et s'éloigna au galop. La scène était chaotique. Les hennissements étaient assourdissants, et les autres lions chargèrent au même moment. L'agilité du lion empêcha son ami de s'échapper. En un instant, ses puissantes mâchoires se bloquèrent et le plaquèrent au sol. Le zèbre ne put s'échapper. Cette scène tragique servit de bouclier aux chevaux restants. L'attention des lions était désormais concentrée sur la proie qu'ils venaient de capturer. Profitant de ce moment précieux, les zèbres, dont Kiko et sa mère blessés, eurent le temps de s'échapper vers un endroit plus sûr. Les zèbres se rassemblèrent, encore sous le choc. Kiko se tenait blotti contre sa mère. Il n'était plus le poulain curieux qu'il était autrefois. Les yeux de Kiko exprimaient désormais une profonde tristesse et une profonde compréhension. Il avait traversé la rivière. Il avait échappé au lion, mais Kiko avait perdu un ami. Il comprenait que, dans cette course pour la vie d'un individu est parfois sacrifiée pour celle d'un autre. L'unité avait sauvé sa mère du crocodile. Mais c'est le chaos et la mort de leurs semblables qui les sauvèrent tous deux des lions. Kiko et les zèbres avaient traversé la rivière impétueuse et échappé aux griffes mortelles des lions. Mais dans cette vie sauvage, la paix n'est que temporaire. De nouveaux dangers les attendent encore, tapis dans l'ombre de la steppe. Les zèbres et Kiko continuèrent leur route. Un cri étrange retentit au loin. Ce n'était pas le cri d'un puissant prédateur comme un lion, mais un rire sec et rauque. Des hyènes. Leur nom semblait effrayant, mais en réalité, elles n'étaient pas différentes des joueuses de chasse professionnelles. Ces hyènes, avec leurs yeux jaunes vifs et leur corps maigrelet qui semblait tout droit sorti d'une compétition de perte de poids, n'avaient pas besoin de se précipiter. Et maintenant, elles étaient là. Debout dans l'obscurité de la savane, les yeux fixés sur les zèbres.
Ils jouaient à une chasse lente mais régulière, avec des tactiques extrêmement sophistiquées. Kiko, le jeune zèbre, sentit quelque chose dans l'air. Les zèbres continuèrent d'avancer, mais il sentit que quelque chose n'allait pas. Les pas se rapprochaient. Soudain, plusieurs hyènes surgirent des hautes herbes sèches. Kiko et les 3 autres chevaux qui se tenaient à proximité étaient terrifiés. Ils s'enfuirent. Ils s'étaient éloignés du troupeau, courant à toute vitesse à travers la vaste prairie. Kiko et un autre zèbre les précédaient. Courez, courez. Hurlait Kiko intérieurement, mais rien n'y fit. À cet instant, un zèbre était resté en arrière. Kiko et son compagnon de troupeau s'étaient échappés. Le zèbre, plus lent, était encerclé par les hyènes. Un hennissement strident retentit, clairement désespéré. Il était trop tard pour le zèbre. Les hyènes avaient gagné, une victoire facile et sans effort. Les prairies du Masai Mara étaient encore magnifiques. Mais pour Kiko, les leçons les plus brutales étaient gravées en lui. Pour survivre, il faut continuer à courir. Et la course ne finirait jamais. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles aventures animalières, où chaque instant était une lutte acharnée pour la survie.